Oui. Parfait. Et vous avez mon écran aussi? Oui, ça marche. Eh bien, c'est pris. Donc, moi, effectivement, on m'a demandé de vous présenter un petit peu l'effet des contraintes climatiques sur le métabolisme secondaire donc, des raisins. Et on va parler principalement du vin. Alors, que je gère un peu tout ça. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de vous présenter donc, au niveau métabolique secondaire, d'appuyer ça principalement sur la composante organoleptique des vins. Donc, Philippe l'a déjà défini. Cécile, tu pourrais te Oui, rapprocher de ton micro, s'il te plaît? On t'entend oui, assez je mal, en fait. peux essayer. Voilà, ça va être mieux comme Vous ça. allez me dire si c'est mieux. Oui, 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 mais c'est mieux comme ça. D'accord. Donc, la composante organoleptique, on l'a déjà définie en début d'après-midi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est évaluable par des analyses sensorielles, chimiques ou physiques. Et qu'en immunologie, l'ensemble des sens, à l'exception de l'ouïe, on va dire qu'on peut utiliser, vont être impactés lors de la dégustation. Donc, autant sur les arômes et les précurseurs d'arômes, les composés phénoliques qui vont participer avec l'astringence, la vision, bien sûr, et le goût qui va également sur les composés phénoliques et les composés saturés. Dans les arômes, on va avoir différentes familles chimiques qui auront des origines multiples, qui classiquement, historiquement, étaient séparées en 3 catégories. Donc, les arômes variétaux, qui proviennent vraiment du raisin, les arômes fermentaires, qui étaient libérés et formés au cours de la fermentation alcoolique, et les arômes de vieillissement. Donc là, je vais passer très vite parce que Philippe vous a déjà présenté ceci dans l'espace de tête d'un verre de vin, on a entre 50 et 200 composés de vin volatiles qui proviennent d'un grand nombre de familles chimiques de toutes sortes. Et bien sûr, ces arômes seront impactés par le niveau de maturation des raisins, c'est-à-dire la date des vendanges. Donc, si on vendange, pardon, c'est un peu vite. Si sur des vendanges précoces, on va avoir des notes aromatiques qui seront plus vers des notes végétales, et plus la date de vendange va être repoussée, puis on va approcher une surmaturation de la baie, plus on aura des notes qui auront des tonalités fruits cuits, préconfiturés, jusqu'à fruits secs, de de figues. Donc la majeure partie des arômes sont présents dans les raisins sous forme de molécules, forme de précurseurs, de molécules liées, qui ne sont pas spécialement volatiles, mis à part quelques arômes libres, comme les méthoxypyrazines, ou quelques terpènes également. Et on va avoir donc dans ces raisins des précurseurs de type glycoside ou forme S conjuguée pour les tuiles volatiles, ou encore des dérivés de lipides, issus de réactions de Maillard, pour donner les phéromones et les lactones. Et c'est au cours de la fermentation alcoolique que la majeure partie de ces arômes vont être libérés dans le vin. Et donc, on se doute bien que les conditions climatiques de maturation du vin vont fortement impacter l'arôme des vins. En sachant que quand on va parler de vin et œnologie, c'est même pas au niveau de la grappe, c'est une somme de grappes. Donc, on est très loin de la baie. C'est vraiment l'association d'un ensemble de baies sur un ensemble de grappes qui vont donner de plusieurs parcelles pour donner ces arômes. Alors, j'ai essayé d'axer ça en 2 parties. Tout d'abord, l'impact du statut hydrique sur la composante aromatique des vins. Donc là, je voulais vous donner l'exemple d'une étude qui avait été menée en collaboration avec Geisenheim sur l'impact du déficit hydrique sur la composante aromatique des vins de Riesling, donc sur 3 années consécutives, donc sur des parcelles avec une pente certaine qui permettait de bien contrôler en fait l'apport de l'irrigation et le statut hydrique des vignes. Donc, vous voyez sur 2 familles de molécules, typiquement le linalol et le 3-sulfanylhexanol, qui sont des marqueurs dans le Riesling, qui peuvent participer fortement à l'arôme du Riesling. Vous voyez que sur les terpènes et le linalol principalement, on va avoir sur les années sèches avec un fort déficit hydrique tel que 2009, une augmentation de cette molécule, alors que le 3-sulfanylhexanol, sera systématiquement des teneurs inférieures dans les modalités contrôle qui n'ont pas été éliminées. Donc, il y avait un déficit hydrique. Si on s'intéresse à d'autres familles de molécules et sur d'autres cépages, donc là, c'est une étude sur le grenache et le syrah, donc vous voyez que les non-isoprénoïdes, comme les terpènes, finalement, vont être corrélés au niveau de déficit hydrique. En revanche, la rotunone va se rapprocher un peu de ce qu'on a observé
sur le 3SH, donc alcool volatile, on va avoir une chute de ces teneurs sur les vins issus d'un fort déficit hydrique sur les raisins. Donc, le statut hydrique va avoir un impact variable selon la famille de composés considérés. On a même, bien sûr, en fonction du statut, du niveau de déficit hydrique, on a même pu observer des variations au sein de même famille de composés. Et comme l'a dit très bien Laurent avant, c'est un phénomène multiparamétrique où on ne peut pas contrôler uniquement un seul paramètre. Typiquement, on a l'impact du statut azoté qui va être en lien avec ce déficit hydrique puisque l'assimilation d'azote est dépendante de la disponibilité en eau. Il y en a bien sûr des effets cumulatifs. Je vous présente maintenant quelques résultats que j'ai listés sur l'impact de la température ou du rayonnement sur la composante aromatique des vins. Donc, tout d'abord, des résultats qui sont issus du projet Iberi, qui était en collaboration également avec Geisenheim et qui a été mené aussi avec 3 essais Bordeaux, Geisenheim et Adélaïde, où le dispositif permettait d'élever la température, de moduler la température sur la zone des grappes. Donc, comme vous voyez ici, ça c'était mené en collaboration également, avec le GFB, où Philippe Pierry, on a eu en fait une élévation de la température, vraiment au niveau des grappes, on voit sur la photo thermique, avec une température moyenne sur la période de maturation de la baie augmentée d'environ 1 degré entre 0,5 et plus 1,6 degré. Si on regarde l'impact de cette élévation de température sur les vins, donc sur quelques molécules d'arômes tout d'abord, on voit que sur Sauvignon blanc, finalement, le synthétiol volatile, le 3-sulfamyl-hexanol est peu impacté, alors que la 4-MSP est beaucoup plus impactée par l'élévation de la température. Mais tout ça, au niveau analyse sensorielle, par de simples tests triangulaires, finalement, les vins ne sont pas reconnus comme différents. Donc, on a bien un ensemble beaucoup plus complexe. On ne peut pas expliquer l'impact de la température par 2-3 molécules comme ça. Sur Cabernet Sauvignon, on avait, pareil, sur l'étiole volatile, peu d'impact. En revanche, à la dégustation, les vins avaient été notés comme très différents, avec des notes de fruits cuits ou confiturés plus importantes dans la modalité chauffée et bien sûr, des notes végétales moins intenses. Maintenant, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on vinifie des raisins un petit peu en surmaturité, on va avoir des notes aromatiques qui vont être plus associées à du fruit cuit, du fruit sec, du fruit confituré. Donc là, c'était sur les composés de type furanéol, gamalona ou matsuya, donc qui vont amener vraiment des notes cuites, de fruits cuits au vin. On voit que l'essai qui a été mené, c'était avec des baies à maturité, donc qui à gauche, ou des baies à maturité dans lesquelles on avait rajouté un pourcentage de baies flétries. Donc, ce qu'on peut observer sur les années très chaudes, très secs, sur les raisins. Et on voit qu'on a une réelle augmentation des teneurs de ces composés marqueurs des fruits cuits dans les vins. Une autre étude avait été menée toujours au cours du flétrissement avec l'impact finalement de la lumière. Et on voit que dans les modalités où le flétrissement a eu lieu en présence de lumière, on a une augmentation très significative de ces molécules. Sur d'autres types de molécules, il a été démontré une accumulation en méthoxypyrazine qui était généralement plus faible avec une élévation de température, principalement due au fait que le pic d'accumulation est plus bas. Des teneurs en thiol volatile, on a vu qui pouvaient être affectés. Une distribution en monoterpène aussi qui est modulée. Une formation accrue de C13 isoprénolide, en particulier du TDN et d'indécine. Une forte augmentation des composés associés aux notes de fruits cuits. Et également, je ne l'ai pas présenté, mais un vieillissement souvent prématuré de ces vins qui peut s'expliquer entre autres par une baisse des teneurs en glutathion dans les raisins initialement, ce qui conduit à des vins avec des teneurs en glutathion plus faibles et donc qui vont vieillir plus rapidement. Je voulais également vous parler, parce que dans le temps imparti, j'avais peu de temps, mais quand même parler un petit peu des composés phénoliques et de l'impact de la température sur les grappes et sur les niveaux des flavanols en social ou 3-flavanols. Donc là, c'est un exemple d'une publication une revue qui avait repris un peu tout ça au long de la ligne du raisin ou du vin. Et en fait, on voit que la température a systématiquement un effet très fort sur le niveau d'anthocyanes des raisins et des vins qui est derrière. Et je vais vous l'illustrer également par le suivi des anthocyanes. Donc, dans l'essai ibérique que je vous ai présenté tout à l'heure,
où on voit bien que la modalité chauffée a une accumulation beaucoup plus faible des anthracènes. Là, c'était dans le Cabernet Sauvignon. Donc, pour conclure, un changement des températures au cours de la maturation du baies va impacter le profil aromatique des vins. On a vu que c'était variable selon la famille des composés considérés, mais également au sein d'une même famille. Et comme précédemment pour le statut hydrique comme pour la température, un phénomène environnemental qui est multifactoriel, puisqu'on va avoir le lien, comme on dit précédemment, entre le déficit hydrique, le statut azoté, l'exposition, le rayonnement. Effectivement, un stress hydrique important va faire de la perte des feuilles, donc une exposition à la lumière plus importante des baies. Et ne pas oublier également qu'on va avoir un impact à plus long terme sur le potentiel de vieillissement des vins. Voilà, je vais m'en arrêter là. Je vous remercie de votre attention.